que se passe-t-il lorsqu'une demande illimitée se heurte à des ressources finies? Eh bien, la réponse de Jeff Bezos, c'est le rationnement. Donc, la croissance illimitée, c'est un truc qui peut aller très très vite. En réalité, les ressources, elles sont toujours limitées. Il ne faut pas fantasmer sur des ressources extraterrestres dans le système solaire ou je sais pas quoi, parce que de toute manière, la croissance en finit par être rattrapée. Donc, il y a toujours une limite. On ne va pas aller dans les étoiles comme dans les films de science-fiction. C'est un plongeon dans le vide à la fois philosophique et moral, quoi, de se dire que peut-être chaque smartphone qu'on fabrique aujourd'hui, ce sont des équipements de chirurgiens, de radiologues, de dentistes qui ne seront pas disponibles dans les siècles futurs. Donc la vraie question, en fait, c'est le bon usage de ces ressources. Et là, il y a des pistes, en fait, formidables un peu partout, parce que le constat sur les ressources, c'est d'abord un constat de gâchis phénoménal, en fait, dans nos modes de fonctionnement, dans nos modes de conception, dans nos modes de production et de consommation. On utilise très très mal les ressources, parce qu'on n'a longtemps pas été trop contraint. D'abord, dans les solutions, c'est l'action de la sobriété, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réduit notre besoin en ressources à la base. Et ça, c'est pas forcément juste en se serrant la ceinture et en retournant l'âge de pierre ou en renonçant à un certain nombre évidemment de gains et de progrès évidents, ne serait-ce que sur les questions médicales, les questions d'hygiène. En fait, il y a des moyens d'économiser des ressources qui sont des logiques de sobriété systémique, c'est-à-dire c'est en s'organisant différemment, on peut réduire considérablement les quantités sans forcément tout de suite réduire les biens et les services qu'on peut avoir à disposition. Et puis la deuxième piste, c'est une piste plutôt de faire durer nos objets et nos infrastructures, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a incorporé nos ressources dans des objets, eh bien, est-ce que ces objets ils vont durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans quoi. Alors, exemple sur le passage à la mobilité électrique, hein, que tout le monde appelle de ses voeux pour évidemment ne plus avoir des véhicules motorisés individuels qui soient dépendants des énergies fossiles d'une part et évidemment très émetteurs de gaz à effet de serre. Eh bien, on peut d'abord imaginer c'est quoi les voitures de demain? Est-ce que ce sont des SUV de 2 tonnes qui ont 800 km d'autonomie pour pouvoir partir en vacances sans avoir besoin de les recharger? Est-ce qu'on est au contraire dans des petits véhicules qui feront une grande partie du boulot, de la mobilité quotidienne? Ensuite, on peut se dire, mais est-ce que ces véhicules, on aura besoin d'en construire autant? Ou est-ce qu'on pourra mieux les partager, intensifier les usages? Et ça peut être vrai pour une voiture, mais ça peut être vrai pour une perceuse, pour une tondeuse à gazon, que sais-je. Hein. On sait que la perceuse, elle sert quelques minutes par an et qu'il y en a au moins une ou deux dans chaque foyer français. Et c'est vrai pour les jouets, c'est vrai pour plein de choses où on pourrait intensifier des circuits de réparation et de seconde main. Donc on voit qu'en agissant sur ces deux leviers, la sobriété systémique et la durée de vie, donc rentrer dans une logique de l'économie de la maintenance, de l'économie de la refabrication, c'est-à-dire de reprendre des composants qui s'usent moins vite que d'autres pour les réincorporer dans des produits neufs sans aucune perte de qualité, de fiabilité, de sécurité, eh bien en fait à ce moment-là, effectivement, on voit que les marges de manœuvre pour les ressources sont considérables. La sobriété s'est installée quand même essentiellement, je dirais, dans quelques pays européens dépendants du gaz russe pour les process industriels ou la production électrique par la force des choses, avec effectivement la guerre en Ukraine depuis 3 ans. Hélas, comme tous ces mots, comme transition, comme résilience, comme développement durable, ils sont polysémiques, quoi. Donc chacun voit un peu la sobriété qu'il souhaite à sa porte. D'ailleurs, cette sobriété qui a été réelle, hein, et notamment pendant le premier hiver qui a été évidemment très dur avec l'augmentation des coûts de l'énergie, c'était une sobriété très subie par des gens qui étaient en précarité énergétique, voire quand c'était au niveau industriel, des gens qui ont juste arrêté leur four ou mis la clé sous la porte parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre de payer le prix du gaz ou de l'électricité. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément cette sobriété-là qui est la plus agréable. Il y a aussi une question de justice sociale, d'équité, d'efforts apportés par les uns ou par les autres. En réalité, il y a tout un pan de la sobriété qui doit être beaucoup plus organisé, systémique. Si on veut aller vers des systèmes de transport mieux organisés, avec les plus petites voitures, plus de transports en commun, plus de vélos, plus d'intermodalité, c'est forcément la puissance publique qui doit orchestrer ça. Parfois, écolo veut dire plus cher, mais parfois, écolo peut vouloir dire moins cher aussi, parce que justement, on réfléchit au juste dimensionnement, on réfléchit à nos besoins, à ne pas être forcément dans l'inflation technologique et l'effet de mode permanent, parce que la technologie et les machines, ça coûte aussi de l'argent. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a moins d'argent à l'hôpital, c'est parce qu'il y a des machines plus coûteuses, il y a moins d'argent dans l'agriculture. On pourrait réfléchir aussi à des modèles économiques complets.